Ok, j'étais supposé présenter. Oh, fuck. Il y a comme un bruit derrière là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je voulais vous présenter un jeu, mais il y a comme quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon appartement. Je sais pas trop quoi faire. Et je pense que je suis en train d'enregistrer. Si jamais vous trouvez cette vidéo, je veux que vous sachiez que c'est ma dernière. Ça se peut que ce soit ma dernière critique. Et en fait, je viens vous présenter. Ok, j'ai tellement peur. Je vais vous présenter Public Access, un jeu de rôle d'horreur analogue, digne des films de found footage des années 90. Et j'espère que ça va. Oh merde! Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, ne vous inquiétez pas, je n'étais pas en danger, c'était simplement une petite introduction narrative qui voulait vous mettre dans le bain pour cette présentation critique d'un jeu d'horreur analogue Public Access. Public Access dont je suis vraiment content de pouvoir vous en parler aujourd'hui pour plusieurs raisons que je vais aborder au fil de cette vidéo, autant pour son thème, ses mécaniques ou même un peu l'accessibilité au jeu en soi. Et justement, avant de sauter plus loin, avant d'aller dans le thème, c'est important un peu de savoir qui est derrière Public Access. Eh bien, la version anglaise provient d'un regroupement qui se nomme le Gauntlet, qui est un regroupement de créatrices et créateurs vraiment talentueux qui ont publié d'autres jeux tout aussi excellents en passant par Brindlewood Bay, The Between et bien plus encore, donc Trophy Dark également, des jeux narratifs basés sur des mécaniques de jeux powered by the Apocalypse, tels que Dungeon World, Root, Monster of the Week, Monster Heart et bien d'autres. Ce sont tous des jeux qui ont des thèmes très différents, mais qui ont tous un peu le même cœur, le même centre mécanique de jeux qui utilisent souvent des 2D6 avec des playbooks, des espèces de fiches de personnages avec des actions préécrites et tout ça. Bref, quelque chose de un peu différent, mais qui a fait sa place dans le monde du jeu de rôle depuis quand même un certain temps. Mais le plus beau là-dedans, c'est que si je fais mention de la version anglaise de Public Access, c'est parce qu'il existe, oui, une version française. Je tente de garder à jour ma résolution de l'année passée, c'est-à-dire présenter le plus possible des jeux qui sont accessibles en français, de faire des critiques de ces jeux parce que je trouve ça important. L'anglais n'est pas toujours accessible à tous et ça permet aussi de présenter des créations et des créateurs et créatrices du monde francophone. Et ainsi, on doit remercier Gulix, qui est un créateur et traducteur talentueux qui s'est occupé de la traduction et de la publication de la version francophone de Public Access. Elle est disponible sur son DriveThru RPG, que je vais bien sûr mettre dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir, jeter un coup d'œil, vous acheter le tout et vivre cette expérience à la fois incroyable, mais aussi très nichée. Et c'est ce que je trouve vraiment très cool avec ça, c'est que le jeu est quand même assez niché dans son thème, dans ses mécaniques, dans son approche, et il est accessible en français. Ça, c'est très cool. Donc, un grand merci à toi, Gulix. Mais là, sans plus attendre, sautons dans le thème. Qu'est-ce que Public Access? De quoi est-ce que ça parle? Oui, on parle de jeux d'horreur analogue, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un jeu de rôle dans lequel un groupe de jeunes gens, on va l'appeler les Latchkeys de Deep Lake, se retrouvent à enquêter en 2004 sur d'étranges mystères dans la région de Deep Lake au Nouveau-Mexique. Ça se passe dans les années 80-90. On trouvait à Deep Lake une chaîne de télévision communautaire appelée TV Odyssey. Mais la chaîne, tout comme le studio, ont tout bonnement disparu du jour au lendemain, et le tout est source d'intenses spéculations dans les recoins sombres d'Internet. Alors que les Latchkeys vont mener l'enquête à Deep Lake, ils vont progressivement se rendre compte du rôle central que joue TV Odyssey dans tout ce qui se déroule d'étrange à Deep Lake et vont devoir faire face à l'horrible vérité qui se tapit au cœur de la terrible chaîne de télévision. Mais quel bon jeu à la thématique forte, qui tombe immédiatement dans ma tasse de thé. C'est une ambiance horrifique inspirée par des références des années 90 et du début des années 2000. On touche les légendes urbaines, les légendes du net du début des années 2000, les creepypasta comme on les appelle, genre Slenderman. C'est vraiment délicieux comme prémisse. Et alors que habituellement je suis plutôt réticent à des jeux qui ont une prémisse qui met en scène un lieu déjà préétabli avec on va dire des conceptions déjà préfaites, un peu comme le fait que les personnages sont des latchkeys, que ça se passe à Deep Lake, que la chaîne de télévision se nomme TV Odyssey. Habituellement, c'est le genre d'élément qui devrait me donner une certaine réticence, mais dans ce contexte-là, je trouve que c'est parfait parce que
il n'y en a pas trop. On n'a pas non plus une longue description, une longue explication sur les implications de TV Odyssey. Le tout reste à construire avec le temps et ça, je trouve ça intéressant malgré le fait qu'il existe déjà une prémisse avec des termes, une terminologie et des noms propres qui sont associés à des éléments en jeu. C'est pas grave. Pour vrai, c'est vraiment pas grave. C'est pas du tout compliqué à prendre en main et le reste demeure très flou et on le construit au fil des parties, au fil des aventures qu'on va vivre dans le Deep Lake à la recherche de cette fameuse chaîne de télévision et du mystère qui entoure sa disparition. Côté mécanique, les règles de Public Access sont basées sur le système de jeu de Brindlewood Bay, qui lui-même est basé sur les systèmes de jeu dits Powered by the Apocalypse. Ce sont des jeux qui sont souvent très narratifs, qui vont demander peu de jets de dés et beaucoup d'interprétation. Lorsqu'un personnage souhaite accomplir quelque chose, il va tout simplement lancer 2 dés à 6 faces et il va additionner le résultat des dés ensemble et il va ajouter à ce résultat-là un modificateur en lien avec une de ses caractéristiques, selon l'action qu'il souhaitait accomplir. Et selon le résultat donné, il peut soit avoir un succès total, qui est un résultat de 10 et plus, un succès mitigé, qui est un résultat de entre 7 et 9, ou un échec, qui est un résultat de 6 et moins. Les échecs et les succès mitigés sont des occasions pour la meneuse ou le meneur de prendre en charge la narrative en mettant de l'avant des complications aux personnages. Toutefois, les personnages ont tout de même différentes astuces et différents outils qui leur permettent de se sortir du pétrin, comme par exemple le fameux, on va dire, tourner la clé. Tourner une clé, c'est-à-dire améliorer un mauvais jet. C'est une occasion que les personnages ont mécaniquement en jeu, mais aussi narrativement, pour en fait raconter un flashback spécifique provenant de leur histoire qui leur permet d'accomplir l'action qu'ils souhaitent entreprendre. Lorsqu'un personnage décide de tourner une clé, c'est qu'il va en fait raconter un événement de son passé et il va expliquer comment cet événement-là lui permet maintenant de réussir l'échec qu'il vient en fait d'avoir, comment changer un résultat d'échec ou de succès mitigé en réussite. La majeure partie du jeu est axée sur l'investigation de mystères spécifiques à la ville de Deep Lake et sur la résolution de la disparition de la chaîne de TV Odyssey. Ainsi, le format est un peu plus préécrit et structuré. Parce que les personnages doivent remonter des pistes, doivent trouver des indices, doivent dénicher, mettre en lumière certains mystères et secrets. Ces mystères-là doivent préalablement exister. Toutefois, même si c'est cadré quand même à un certain point, le jeu laisse beaucoup de place à la collaboration et à l'improvisation. Ça demeure un jeu powered by the Apocalypse. Chaque mystère, chaque secret que les joueurs doivent résoudre ou découvrir ont une liste claire de suspects et d'indices possibles à dénicher, mais c'est aux meneurs, meneuses, ainsi qu'aux joueurs et joueuses de décider comment ces éléments-là vont être introduits en jeu et comment est-ce qu'ils peuvent se combiner ensemble pour former la solution au mystère actuel. C'est un format que j'apprécie beaucoup, mais je dois avouer qu'à la base, j'étais plutôt réticent à l'utilisation de ce type de mécanique-là pour la résolution d'un mystère. Alors qu'on avait plusieurs indices, plusieurs suspects, j'avais un peu l'impression que éventuellement on allait juste choisir quel suspect était finalement le coupable et quel indice allait nous mener à lui et que ça allait complètement gâcher l'effet de surprise. Parce que habituellement, je suis habitué en tant que meneur un peu plus classique dans mes goûts de jeu, que une intrigue ou une investigation, ça demeure quelque chose de très secret et qui se dévoile au fil à mesure que la partie avance. Mais, étonnamment, dans Public Access, puisque tout le jeu fonctionne autour de cette collaboration narrative digne des jeux Powered by the Apocalypse, je me suis surpris à trouver que c'était très fluide et que l'effet de surprise était quand même présent puisqu'il y avait une création. On le sait éventuellement qu'on va arriver à une fin, qu'on va résoudre le mystère. Ça demeure un jeu, on le sait. Mais le comment qu'on se rend à cette finalité-là et les résultantes de cette finalité, parce qu'elle va éventuellement avoir aussi des effets secondaires, ça demeure un mystère qu'on résout ensemble et qui n'est pas prévu d'avance. Donc, il y a une surprise autant pour le meneur que les joueurs et les joueuses. Et ça, j'ai trouvé ça très, 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 très cool. Ça m'a fait penser à The Between, qui est un autre jeu fait par le Gauntlet, qui utilise aussi une mécanique de mystère qui va avoir plusieurs listes de suspects et plusieurs indices potentiels que les personnages peuvent découvrir au fil de l'aventure. Et j'ai trouvé ça c'est tellement bien pensé, c'est tellement rusé, avec des points clairs, des indices. On dirait qu'on sait exactement vers où on s'en va et ça nous facilite en fait beaucoup la tâche.
tout en nous donnant une perspective un peu plus créative en tant que meneur. Une fois qu'ils ont accumulé assez d'indices, les personnages peuvent émettre une hypothèse concernant l'origine du mystère en cours. Ils se basent justement sur les indices accumulés, mais également sur les suspects qu'ils connaissent. On lance ensuite les dés pour définir si oui ou non ils ont raison dans leur hypothèse. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool comme mécanique parce que ça offre un effet de surprise, autant pour le meneur que pour les personnages. Autant parce que le meneur, en fait, ne le sait pas, ça va être lequel de ces fameux suspects qui est derrière le mystère qui doit être résolu. Et ça permet aussi de renouveler l'expérience. On pourrait revivre la même enquête, mais avoir une finalité différente. Et ça, c'est wow! C'est wow fois 100. Côté visuel, on a des collages, on a des illustrations déformées à la manière d'un VHS qu'on recule avec des tons un peu ce qu'on appelle du Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, c'est-à-dire quelque chose qui semble a priori humain, mais plus on le regarde, plus on trouve ça étrange. Et ça va vraiment de ton avec Public Access, les espèces d'images un peu délavées, des décors, des personnages qu'on voit pas vraiment bien leur visage. C'est vraiment, vraiment très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La couverture est vraiment belle avec l'espèce de personnage un peu étiré et le mot Public Access en haut écrit justement en espèce de typographie de VHS. Là. C'est le numéro 1, tout en couleur, pour vrai, de toute beauté. Côté critique, Public Access, c'est vraiment une drôle de bestiole, mais je ne dis pas ça de façon péjorative. Au contraire, je considère que c'est une qualité qu'on retrouve également chez les autres jeux du Gauntlet. Des jeux qui vont mettre de l'avant un récit collectif, qui vont vouloir favoriser des mécaniques pour créer de l'immersion, créer un récit partagé entre le meneur et les joueurs et les joueuses. Mais souvent, ces jeux-là ont aussi des thématiques et des prémices et une mise en contexte qui est très rigide et très forte. Quelque chose de très... On comprend on est dans quoi. T'sais, Public Access, c'est exactement ça. Deep Lake, les Latchkeys, TV Odyssey. C'est ça le contexte, il faut le respecter. Et même si à l'intérieur du contexte, l'improvisation est de mise et on invente et on crée des choses et on tente de résoudre des mystères, il ne faut pas briser ce contexte-là, il faut comprendre aussi les limites. Ce qui fait en sorte que souvent, les mécaniques de jeu vont être guidées par une procédure un peu plus rigide qui vont être symbolisées par différentes choses, comme par exemple un cycle de jour-nuit qu'il faut respecter ou également aussi des questions qu'il faut se poser en cours de partie à certains moments précis. Et je pense que de prime abord, cette manière de faire pourrait créer, selon moi, une certaine confusion pour des personnes qui sont moins habituées à ce style de jeu-là, mais comme toute autre chose et comme tout style de jeu, c'est justement une question d'habitude. Plus vous allez jouer à des jeux de type Powered by the Apocalypse, moins je considère que Public Access sera quelque chose d'absolument incompréhensible pour vous. Mais c'est important de vraiment bien comprendre et respecter ce cadre et d'improviser à l'intérieur de celui-ci. Et à partir du moment où vous êtes capable de respecter ça, je crois que vous êtes parti pour une incroyable aventure à Deep Lake. Parce que Public Access fait un travail remarquable. Okay, pour vrai, c'est tellement, tellement, tellement bien écrit comme tous les jeux du Gauntlet et tellement bien traduit également, bravo Gulix. Non seulement le meneur a accès à des scripts complets pour introduire les différents personnages au mystère de Deep Lake, mais également aussi une multitude de pages qui sont dédiées à des conseils sur la manière de compliquer la vie aux personnages, autant d'un point de vue de l'intrigue que personnel. Autant comment est-ce que l'intrigue que l'expérience vécue du passé des personnages peut avoir une incidence sur la situation actuelle. Et ça, c'est quelque chose que le Gauntlet a toujours incorporé dans ses jeux et pour ça, je leur lève mon chapeau. Rendre l'expérience du maître de jeu aussi fluide et amusante que possible, mais aussi pour les joueurs et les joueuses, parce que les faits de personnages, les mystères eux-mêmes vont avoir des suggestions, des outils pour la construction d'un monde de manière collaborative, la construction du mystère et aussi la construction des histoires personnelles des personnages. Et au moment où vous atteignez la fin, bien, vous prenez conscience que vous avez tout construit ça ensemble, et même la fin, la finalité, l'espèce de résolution, le mystère final sur mais qu'est-ce qui est advenu finalement de TV Odyssey, eh bien c'est quelque chose qui se fait de façon collaborative et qui est en accord avec tout ce que vous avez créé depuis le début. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien pensé. C'est unique, c'est évocateur, c'est un excellent jeu de rôle, d'horreur analogue qui est défini par une esthétique visuelle, mais ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi dans ses mécaniques. Les personnages doivent trouver des vieilles VHS et les écouter et ils ont accès à des informations. Je trouve ça important qu'un jeu va refléter dans ses règles le thème qu'il veut mettre de l'avant et en fait, Public Access le fait très bien. Il le fait même merveilleusement bien parce qu'on a l'impression
de vivre quelque chose de très typiquement années 90 et de vivre, en fait, de découvrir des mystères via différents VHS que vous allez découvrir, que vous allez, on va dire, dénicher à la fin d'une histoire ou même à mi-chemin d'une histoire. Et plus vous en écoutez, plus vous commencez à comprendre qu'est-ce qui est advenu à TV Odyssey. Et ce mystère-là ne fait que prendre de l'ampleur à mesure que vous le créez en collaboration avec les autres et avec le meneur et avec les autres joueurs et joueuses. Pour vrai, moi, je trouve ça incroyable. C'est un excellent jeu. C'est un système qui est très astucieux. Au final, Public Access offre exactement ce qu'il propose, quelque chose qui est à la fois terrifiant et amusant. Parce que oui, c'est amusant. C'est amusant de revisiter ces années 90 fantasmées, de visiter les flashbacks des personnages, de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur passé pour expliquer ce qu'ils sont maintenant. Mais bien sûr, c'est aussi extrêmement terrifiant de devoir résoudre le mystère entourant la disparition de TV Odyssey, de voir qu'est-ce qui se cache dans les ombres à Deep Lake, de mettre en lumière les différents secrets des habitants de la ville. Et c'est ce qui conclut cette critique. Public Access disponible en français. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez déjà lu le jeu? Est-ce que vous avez déjà joué? Est-ce que vous êtes curieux de l'essayer? Est-ce que l'aspect un peu mécanique, narrative, mais contexte un peu plus rigide vous répulse ou au contraire vous attire? Dans un cas comme dans l'autre, je vous dis plongez, tentez l'expérience, vous ne pouvez pas le regretter. Et si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter, petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les mettre en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Et pour les autres, on se dit bon cinéma.